Bonsoir et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Michel Rousseau, le réalisateur, producteur, scénariste, instigateur d'un magnifique film de science-fiction, voire plus, on en parlera pendant toute cette émission, Vortex, l'aube de la souveraineté. Bonsoir Michel. Bonsoir Antoine, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoute, avec un immense plaisir, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on se connaît. On a eu d'ailleurs l'occasion de discuter de ton précédent film qui s'appelait Les Gardiens de la Matrice, où je fais une micro-apparition pendant ce film. Et là, tu t'es remis à ce qu'on appelle la table à travail, et pendant 4 ans, peut-être même un peu plus de 4 ans, je crois que c'est à plus de 6000 heures de travail. Ouais, presque 4 ans. Oui. Pour sortir, voilà, un nouveau film. Alors, peut-être que les aficionados l'appelleront un film culte dans quelques années, parce qu'on est vraiment dans un film tout à fait particulier, que tu as voilà, tout conçu de A à Z. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Il y a énormément d'images de synthèse, animation 3D, etc. Tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as fait ça. Tu as conçu aussi la musique, tu as fait un travail d'acteur, tu as fait participer ta famille aussi en tant qu'acteur, et surtout tu as fait passer un nombre incalculable de messages dans ce film, qui peut avoir deux types de lecture, une lecture purement SF, donc on regarde ce film comme on regarderait le film Matrix, voilà, ou un film pur SF. Et puis il y a une deuxième lecture, et c'est celle-ci qui va nous intéresser dans la deuxième partie de cette discussion, où voilà, tu as voulu faire passer des messages, ta vision du monde dans lequel on est, les solutions, les portes de sortie que tu as trouvées, toi, en tout cas tu nous proposes à travers ce film. Et voilà, c'est un film qui pour moi, qui a une importance vraiment capitale quand on se pose et qu'on essaye de comprendre vraiment tous ces messages que tu as laissé passer, que tu as voulu passer. Voilà, on va décortiquer tout ça. Mais avant, on va remettre un petit peu tout ça dans le contexte. C'est le prototype de détecteur de vortex. Si j'arrive à faire vibrer certaines fréquences, on pourra ouvrir les vortex. Une partie de toi est en train de mourir et une autre est en train de naître. En tant que résistante, je suis prête à y laisser ma vie. Oui, je le sais. Les chemins ne se croisent jamais sans raison. Serena, je sais qui tu es, pas la peine de te présenter. Qu'est-ce qu'ils te disent, CD? Ils m'indiquent le meilleur scénario possible pour retrouver mon vaisseau. Le scénario? Le puzzle des événements est en train de se reconstituer dans ma tête. Tu m'as piégé?
qu'est-ce qui t'a pris de vouloir te relancer dans cette aventure de folie après avoir réalisé les Gardiens de la Matrice? Ah, bonne question. Alors, Les Gardiens de la Matrice, c'était déjà un court-métrage. Et j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur, si tu veux, parce que Les Gardiens de la Matrice, j'avais l'impression que c'était une petite introduction sur les thèmes que je voulais aborder. Et je voulais aller un peu plus profondément sur certains sujets, parce que Les Gardiens de la Matrice, c'était, en fait, je ne vais pas spoiler, mais en gros, c'était le fait d'expliquer qu'on peut tous devenir les uns les autres des gardiens de la matrice. À partir du moment où il y a 7 milliards d'individus sur la planète et il n'y a pas un seul individu qui a la même opinion que l'autre. Et évidemment, à partir du moment où tu essayes d'imposer ta vision du monde, eh bien, tu te confrontes au monde extérieur. Et là, ce qui m'intéressait dans Vortex, c'était de voir l'évolution, parce que j'essaie en fait de dézoomer tout ce que j'observe dans les événements du quotidien, essayer de dézoomer au maximum et de voir les événements au niveau planétaire, si tu veux. Et j'ai l'impression que ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on a vécu il y a quelques années, et ça forme une boucle, si tu veux, dans l'histoire, où à chaque fois, on revit exactement la même boucle. Et si on veut casser cette boucle, je pense qu'il y a des choses à faire et essayer d'observer un petit peu l'humanité, ce qu'elle répète depuis des milliers et des milliers d'années. En fait, elle répète toujours la même chose. Et que si on essaie d'évoluer, c'est de plus faire les mêmes erreurs et puis de s'affirmer. Et encore aujourd'hui, on le voit au quotidien que ça devient de plus en plus difficile de s'affirmer face à la pensée unique, notamment. Et ça demande un effort considérable. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film d'éveil et de science-fiction à la fois. Donc science-fiction, parce que moi j'ai toujours bien aimé le thème de la science-fiction, et je pense que ça se prête vraiment à même les personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi et prendront ce film en tant que film de science-fiction, si tu veux. Donc ça permet d'avoir une clé un peu passe-partout et de s'adresser à un public. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait ça. Carpenter, etc., d'utiliser la science-fiction en fait, pour faire passer des messages. Je pense que c'est vraiment un véhicule parfait. Et voilà, en fait, c'est à la fois un film de science-fiction et un film d'éveil. Et souvent, il y a des personnes qui me demandent, mais alors, c'est quoi un film d'éveil? Et je pense que j'ai réfléchi un bon moment parce que c'est pas si facile que ça de décrire ce qu'est un film d'éveil. Et pour moi, un film d'éveil, c'est un film de déprogrammation. Et on pourra aborder tout au long de la soirée ce que c'est que la déprogrammation. Mais à l'origine, voilà, pour répondre à la question, l'origine, c'était de parler de ça, de parler de la déprogrammation. Qu'est-ce que la déprogrammation? Essayer de se retrouver soi-même, de se mettre un peu à l'écart de tout ce qu'on nous dicte à longueur de journée et de s'écouter soi-même, parce qu'on a une vie. Et puis, si on écoute tous les autres, et ben, finalement, on n'arrive pas à se trouver soi-même. Donc, essayer de se retrouver soi-même, c'est un effort considérable. Et la plupart d'entre nous passent leur vie à essayer de se trouver soi-même. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de me trouver, et je me cherche encore, comme la plupart des gens, je pense. Essayer de se retrouver soi-même et essayer d'éliminer le maximum de parasitage pour se retrouver, quoi. Voilà. Ça, c'est l'origine, en fait. C'est vraiment la base, en fait, du film Vortex, l'aube de la souveraineté. Donc, j'ai utilisé, si tu veux, certains, entre guillemets, artifices qui sont les portes interdimensionnelles pour expliquer, en fait, que voilà, si on veut retrouver notre libre arbitre, retrouver notre souveraineté, eh bien, il faut reconstituer un puzzle et que toutes ces pièces du puzzle sont éparpillées dans différentes dimensions. Et à partir du moment où tu ouvres ton cœur à ces différentes dimensions qui existent, et que tu ouvres toutes ces portes, et ben ça te donne un champ de vision à 360 degrés. Et là, apparemment, c'est pas apparemment, pardon, tu peux faire ton choix. Mais si tu n'as pas cet angle de vision à 360 degrés, tu ne peux pas faire ton choix parce qu'en fait, tu as sans arrêt des personnes ou des circonstances qui vont te diriger dans une certaine voie, certains chemins. À partir du moment où tu as cet angle de vision à 360 degrés, où tu ouvres vraiment ton cœur, eh ben, tu peux faire des choix, mais sinon tu ne peux pas. Voilà. Alors, on verra de toute manière là dans la deuxième partie de notre entretien toutes ces clés que tu donnes effectivement pour pouvoir se retrouver
et regagner notre propre souveraineté. Mais si on s'attarde donc dans un premier temps juste sur on va dire sur la partie technique du film et puis sur la partie production du film, parce que bon, du coup comme tu avais l'expérience des Gardiens de la Matrice, tu savais dans quoi tu allais t'engager. Rappelle-nous par exemple une minute de montage d'une animation 3D, en réalité en temps réel, ça te prend combien de temps? Je parle même en secondes en fait, parce que je mettais 1 à 2 jours pour faire 4 secondes de film en fait, d'animation. Donc c'est pour ça que je regardais surtout pas l'ensemble du film, parce qu'à chaque fois je me disais mais j'y arriverai jamais en fait. Heureusement en fait, si tu veux, dans le film tu as une partie, tu as bien vu, une partie qui est filmée en réel et puis une partie animation. Et puis il y a les deux qui se confondent quelquefois, hein, un peu à la manière de Roger Rabbit, où tu as des personnages en 3D et puis des personnages réels. Et en fait, il a fallu mixer tout ça et surtout ne pas penser à... Ça m'arrivait d'y penser, mais j'essayais d'écarter au maximum le fait de me dire j'y arriverai jamais. Parce que quand tu mets 2 jours pour faire 4 secondes de film, tu te dis mais sur un film d'1 heure et quart, mais forcément, je vais mettre des années à le faire, quoi. C'est ça, et c'est même surprenant que tu aies réussi à tout boucler en 4 ans, parce que en plus à côté, tu as ton métier, hein, toi tu travailles déjà, on va dire, dans le milieu artistique, tu es doubleur voix off, hein, mais donc ça signifie que tu faisais ça soir et week-end, et puis le reste du temps, quand tu pouvais. C'est déjà un miracle qu'en 4 ans, tu aies réussi à boucler... C'était tellement constant que, oui, comme tu dis, je mettais nuit et jour et week-end. Et j'avais plus... C'était pas facile parce que j'ai une famille que j'aime beaucoup. Et on essayait de sortir quand même, mais à chaque fois, même dans n'importe quelle sortie, divertissement qu'on faisait, à chaque fois je me dis, bon, c'est super, j'ai passé un bon moment, mais dès que je rentre, je travaille, tu vois. Et impossible, ça m'a pris 4 années vraiment de mon existence. Je peux pas le nier parce que vraiment c'est une expérience que je pense pas que je la renouvellerai. Si je devais encore travailler sur un film, je le ferais totalement différemment, parce que je pense que ça m'a pris trop d'énergie, si tu veux. Ça m'a pompé l'énergie aussi bien physique que mentale. Ça m'a pris trop d'énergie. Donc, j'ai dépensé énormément d'énergie, j'en prenais pas. Donc, au bout d'un moment, voilà. Non, mais oui, c'est évident, parce que en réalité, si on reporte ce genre de projet à l'industrie cinématographique qui a les moyens, c'est pas une personne qui fait tout. Ce serait combien? Une centaine, 200, voire peut-être même plus personnes pour pouvoir réaliser... Oui, quand tu le vois, hein, sur des génériques de films de science-fiction, c'est plusieurs centaines. Alors, bien sûr, je ne peux pas comparer à certains films de science-fiction parce que je n'ai pas des centaines de personnes, justement, en visuel, tu vois, de comédiens, de figurants, par exemple. Mais en point de vue travail, je sais que, oui, effectivement, j'ai abattu le travail de plusieurs personnes, je pense. C'est une expérience à vivre parce que tu t'es tellement pris dans le truc en fait que c'est un engrenage. Après, ce qui est dur, c'est comme on en parlait tout à l'heure ensemble avant l'émission, c'est de reprendre la vie qui s'était arrêtée juste avant que je fasse ce film, si tu veux, et qui a beaucoup changé parce que le problème, c'est que les thèmes que j'aborde dans ce film sont devenus réalité. Et là, ça m'a fait un gros choc parce qu'en fait, une partie de ce film, pour continuer à parler de ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, sur pourquoi j'ai fait ce film, c'était pour prévenir en fait l'humanité que si on allait dans tel sens, au bout d'un moment, on fonçait droit dans le mur. Et malheureusement, le mur est arrivé bien plus tôt que prévu. Et à chaque fois que je faisais des scènes très importantes dans le film, elles arrivaient quelques semaines plus tard. Et je me disais, mais c'est incroyable, je ne m'attendais pas à ce que... Je savais que ça allait arriver, mais le fait que ça arrive presque instantanément, je me disais, mais c'est presque à quoi... T'as de quoi devenir parano, parce que tu te dis, mais c'est presque à croire que j'ai créé tout ça, quoi. Et donc, ça fait presque peur. C'est presque à croire que tu crées le scénario de ta réalité, de notre réalité.
Et vous verrez, on en reparlera ça aussi tout à l'heure, parce que c'est une des fameuses clés de ce film, le fait d'être le concepteur du scénario de sa propre réalité. Et en parlant de scénario, là aussi, dans un film classique, donc il y a tout le staff technique, il y a le réalisateur, il y a le producteur, et puis il y a les scénaristes. Et là, c'est aussi toi qui fais ça, c'est-à-dire que tu es aussi à l'origine de ce scénario. Donc ce scénario, ça devait faire des années que tu l'avais en tête, qui tournait dans ta tête et qu'il était prêt à être mis sur pellicule. En fait, j'ai commencé en 2017 en fait, à avoir l'idée générale du synopsis, en général. Et au fur et à mesure, c'est ce qui se passe dans beaucoup de films. Hein. La plupart des films, il faut savoir qu'il y a un synopsis qui est fait dès le début, et puis il y a toute une série de personnes après qui analysent, qui disent oui, effectivement, ce film est intéressant, le concept est intéressant, mais il y a beaucoup si tu veux, c'est très rare qu'un film, en général, on t'apporte un scénario et qu'on dise oui, c'est parfait, il n'y a rien à retoucher, quoi. Donc même le réalisateur ou même le scénariste retouche sans arrêt son œuvre, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pense pas. Quelquefois, tu dis je vais faire telle scène, et puis tu t'aperçois que tu n'as pas les moyens de le faire. Ou alors, il se passe quelque chose que tu t'y attendais pas du tout, et tu es obligé de changer ton scénario. Et il y a plein de gens qui ne savent pas, en fait, qu'ils croient que bon, voilà, le film est prêt, dans la tête, allez, on le joue maintenant. Mais il y a énormément de cas où c'est pas possible. Et donc, ça a pris 4 ans, et si tu veux, il y a eu des remaniements au fur et à mesure de scénarios, même par rapport aux événements qu'on vivait, si tu veux. Moi, les événements arrivaient juste après que je les écrivais. Mais une fois que les événements étaient arrivés, ça me donnait d'autres pistes pour créer d'autres choses, tu vois. Et donc, il y a énormément de remaniements, si tu veux, sur le film. Ça ne s'est pas fait comme ça en une fois. Pareil pour tous les problèmes techniques, justement. Quand tu as quelque chose dans la tête et que tu dois animer un personnage, tu t'aperçois que ça va donner un aspect robotique, que c'est vraiment impossible de faire de telle façon, tu es obligé de contourner. Donc, il faut sans arrêt réajuster, trouver de nouvelles idées pour que... Si tu as une idée trop fixe dans la tête et que tu te dis « je veux absolument ça », malheureusement, tu t'en mords les doigts, et puis tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de la motivation, parce que tu dis « j'y arriverai jamais ». Et il faut sans arrêt... ça fait partie justement, tu vois, de l'idée qu'il y a dans le film, c'est de ne pas rester fixé à ses idées et de contourner à chaque fois qu'il y a un problème, en fait. Parce que si tu restes fixé à ton idée, c'est foutu, quoi. Voilà, le plus difficile après, c'est de savoir réussir à un moment donné à tout arrêter, tout geler pour pouvoir construire une œuvre complète. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Vortex, et qui ne connaîtraient pas Michel, et qui pourraient se dire Michel, il a bricolé un film comme ça dans son garage pendant 4 ans, ça doit être gentil. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une petite séquence. Et même si effectivement on va trouver des imperfections, mais c'est-à-dire même dans les films avec des budgets plusieurs millions, on peut trouver des imperfections, et il y a des youtubeurs qui sont spécialisés pour retrouver ces imperfections-là. Vous allez voir, honnêtement c'est bluffant. Allez, on regarde le premier extrait. Votre compte a bien été débité. Puis-je faire autre chose pour vous, monsieur? L'horloge là-haut, c'est une horloge atomique? Oh oui, bien sûr, elle fonctionne. Autrefois, des clients venaient ici spécialement pour la voir. Mais aujourd'hui, il semble qu'elle n'intéresse plus personne. Vous êtes horloger? En quelque sorte. Plusieurs gestes. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, juste un temps.
Donc vous voyez, hein, je vous avais pas menti. La qualité de ces animations, elles sont super. Et puis alors, Vincent Wallace, moi je trouve qu'il est vraiment classe, quoi. Tu as choisi son nom pour une particularité, parce que j'ai essayé de chercher, hein, pendant que je regardais le film, j'ai fait pas mal de pauses, j'ai essayé de chercher, voir s'il y avait des références, etc., un peu cachées. Bon, Vincent Wallace, hormis un pianiste, j'ai trouvé pas grand-chose. Il y a une référence particulière avec... Non, pas de référence particulière. Je trouvais que ça sonnait bien, quoi. Après, sur d'autres noms de personnages, ça a été vraiment plus volontaire, plus recherché. Tu vois, le personnage de Yenos, dans la mythologie, c'est un personnage qui est le maître des clés. Et je suis tombé dessus tout à fait par hasard parce que je cherchais justement un nom. Et puis j'ai fait des recherches pour voir s'il y avait un personnage qui était maître du temps, maître des clés. Et je suis tombé sur une divinité qui s'appelait Yenos, en fait. Je me suis dit, mais waouh, ça existe, en fait. C'est parfait parce qu'il y avait l'idée des clés et l'idée du maître du temps. Et j'ai dit, bah, ça tombe pile, quoi. Et le personnage de Serena, c'est pareil. Il y a pas mal de personnages, en fait, qui ont été choisis un petit peu comme les personnages de Matrix, tu sais, avec le personnage de Neo, Trinity, etc., qui n'ont pas été choisis au hasard. Donc, j'ai essayé de reproduire un petit peu cette idée-là qui était intéressante, quoi. Donc, oui, pour certains personnages, c'est exact, mais pas pour Vincent. Voilà ce que Pas pour Vincent. Mais, tenez, on essaiera de décortiquer tout à l'heure le nom des autres personnages. Alors, d'ailleurs, vraiment purement technique, comment est-ce que tu fais pour animer un personnage comme ça? Parce que nous maintenant, quand on a comme idée d'un mec qui est habillé tout en vert avec des capteurs partout, et puis alors, je sais plus comment ça s'appelle comme technique, c'est la motion capture, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, voilà. Tout à fait. C'est ce que tu as appliqué ou tu as appliqué une autre technique? Deux techniques différentes en fait. Donc j'ai utilisé moi le face capture, donc qui permet donc un personnage, donc tu te filmes avec une caméra et le personnage en 3D reproduit exactement le même mouvement des lèvres, si tu veux, et il le reproduit sur le personnage en 3 dimensions. Donc ça, ce sont des technologies qui coûtent excessivement cher, donc vraiment très très cher, même encore de nos jours, pour avoir quelque chose de sérieux, c'est très très cher. J'ai eu la chance de rencontrer une personne, de discuter avec une personne qui était concepteur en fait de cette technique, et qui l'a faite sur iPhone, en fait, et qui était compatible avec les logiciels, parce que pour les logiciels que j'utilisais, ce n'était pas du tout compatible à l'origine, ça n'existait pas. Et lui était en train de fabriquer ce type de concept, donc j'étais tombé sur une vidéo à lui, et puis je lui ai écrit en privé en lui disant « Ouais, je suis vraiment intéressé, quand est-ce que ton logiciel sort ?» Il fait « Oh là, pas avant très très longtemps ». Et du coup, voilà, j'ai sympathisé avec lui et puis j'ai dit, écoute, même si le logiciel que tu as conçu n'est pas encore sorti, j'aimerais bien avoir une petite version pour moi, est-ce que ça serait possible, quoi. Donc, de fil en aiguille, en discutant, et il m'a donné une version que j'ai pu utiliser pour le film. Donc ça, c'est pour le face capture. Et puis après, tu as la conception des personnages en 3D. Et là, je n'ai pas utilisé le motion capture. J'ai vraiment utilisé des animations, soit que j'ai fait moi-même, ou soit qui existent, en fait. Tu as quelquefois des animations que tu peux télécharger où tu as un personnage 3D qui marche. Donc ça, au lieu de t'embêter à faire toi-même pas par pas, tu vois, tu as l'animation qui existe déjà, ça te fait quand même gagner du temps. Donc il y a ce type d'animation. Et puis il y a d'autres animations que j'ai faites moi-même. Donc quand un personnage bouge la tête, bouge la main, etc., des choses que je voulais faire en particulier, bah là, tu es obligé de le faire toi-même, tu vois. Et là, ça prend des heures, effectivement, et sans parler des erreurs que tu fais. C'est-à-dire que quelquefois, tu dis, bon, bah, mon animation, elle est prête, tu fais lecture, ouais, ça me semble parfait. Tu exportes ton animation pendant la nuit, donc ça dure pendant 8 à 14 heures, tu vois, d'export, parce que l'ordinateur exporte image par image. Et quand tu te réveilles le matin, tu vas voir ton export, et puis tu t'aperçois d'un seul coup, tu as un bug, tu vois, tu as un personnage qui fait ça, et puis hop, hop, et tu dis non, c'est pas vrai, je suis obligé de refaire toute l'animation. Et donc, tu repères encore entre 8 et 14 heures. Pourquoi ça met tant de temps, même encore de nos jours? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais c'est incroyable que ça mette autant de temps. Bah, si tu veux, tu as plein de moteurs de rendu différents, de différents niveaux. Donc, si tu veux faire un rendu de type PlayStation 4 ou PlayStation 5, ça va aller assez vite à exporter.
c'est un rendu jeu vidéo. Mais par contre, si tu veux un rendu réaliste, avec des éclairages, avec l'ordinateur va calculer en fait sans arrêt chaque éclairage, faire un rendu de peau réaliste au personnage, eh bien là, tu es obligé de passer des heures. Donc pour une image exportée, en général, je sais pas, je mettais entre... il faut savoir que voilà, pour un film, c'est 25 images par seconde. Hein. Pour faire une image, en général, je mettais entre 2 et 3 minutes. Donc ça, ce sont des paramètres que tu fais par ordinateur. C'est toi qui, si tu veux vraiment un truc ultra réaliste, eh ben, tu paramètres, je ne sais pas, sur 6 minutes par image. Mais t'imagines, 25 images par seconde. Donc pour faire une seconde, donc 25 images de 5 minutes. Et tu n'as qu'une seconde, tu vois. Non, je trouve ça complètement fou. Ce que font des réalisateurs qui ont énormément de budget, je sais pas, des Besson, etc., c'est qu'ils utilisent, si tu veux, des ordinateurs qui mettent en ligne les uns avec les autres, parce que même avec des ordinateurs ultra puissants, ça reste long, si tu veux. Donc, tu utilises toute une série d'ordinateurs, par exemple une dizaine ou une quinzaine d'ordinateurs qui sont reliés en ligne et qui travaillent en même temps sur le même projet. Et ça fait, du coup, ça multiplie par 10 l'avancée de l'export. Donc là, tu gagnes énormément de temps. Mais pour une personne comme moi qui n'a pas du tout de budget, eh bien, tu as un ordinateur et tu te débrouilles avec ça. T'avais quoi comme ordinateur? Alors ça, c'est encore autre chose. Hein. J'aime bien l'environnement Mac et j'ai acheté des éléments PC pour en faire un Mac. Donc ça s'appelle du Hackintosh. C'est une technique particulière parce qu'il faut acheter certains composants. Bon, Mac ne dit rien en général hein, sur les personnes qui font ça. Ils s'en foutent un petit peu parce qu'ils vendent tellement que bon, ils n'en ont rien à faire. Mais ça te permet, si tu veux, d'utiliser certaines cartes graphiques PC qui sont très puissantes et qui ne sont pas compatibles sur certains Mac. Alors que là, je pouvais faire tout ce que je voulais. Donc j'avais une carte graphique très puissante. C'était quoi? C'est du GeForce? C'est Nvidia, GeForce. Moi, à l'époque, c'était parce que ça évolue tellement en 4 mois, tu as des nouvelles cartes graphiques qui sortent. Moi, c'était la 1080 Ti, donc elle avait 11 Go de RAM. Donc, c'était à l'époque ce qui se faisait de mieux. C'était il y a 4 ans, donc c'était le top du top. Maintenant, tu trouves ça. Moi, j'ai dû payer cette carte graphique, je ne sais pas, elle était pas loin de 900 euros. Maintenant, des cartes graphiques comme ça, tu en trouves à 400 balles. Donc, ça va tellement vite que c'est totalement dépassé. Et même si là, tu vois, je devais refaire un film, je sais que l'export durait beaucoup moins longtemps. Donc, dès que le film est terminé et que je voyais les cartes graphiques qui sortaient, je me disais, oh purée, si j'avais eu ça à l'époque. Tu vois, donc tu es toujours un petit peu dégoûté en te disant, ah, c'est comme ça. Ça fait partie du plaisir et puis aussi d'aller jusqu'au bout de soi-même, ça fait partie du truc, tu vois. Et c'est un des messages aussi du film, c'est aller au bout de soi-même quand tu as un gros projet, aller au bout de toi-même dans la réalisation et de ne pas perdre espoir, parce que sinon, au bout de 2 ans, j'avais envie d'arrêter le film. Hein. Franchement, j'en pouvais plus parce que je me disais, mais j'ai fait quoi? Je crois qu'au bout de 2 ans, j'avais fait genre 20-25 minutes du film. Et je me dis, sur 1h15, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Mais bon, j'ai continué. Oui, parce en plus, les acteurs vieillissent. Et c'est le problème quand tu utilises des acteurs qui sont jeunes. Donc, il y a ta fille et ton fils, hein, je crois, qui jouent dedans. Du coup, t'as géré ça comment? Eh bien, figure-toi que j'avais fait une scène où il était prévu en fait d'expliquer que comme les personnages sont dans une autre dimension, la vitesse, le temps passe d'une façon totalement différente de notre réalité et que le temps passe beaucoup plus vite. Et c'est cette scène, vu que je n'étais pas satisfait du tournage, je l'ai supprimée du film. Mais à l'origine, c'était ça qui était prévu, parce que je savais que ça durait plusieurs années. Je me suis dit, mais comment je vais maîtriser ça? Je dis, mais non, il faut l'assumer et dire, voilà, le personnage vieillit beaucoup plus vite que, voilà, en 1 heure de temps, il vieillit à une super vitesse. Donc, ce qui était intéressant, c'était de donner l'idée que, avec l'éveil, si tu veux, la personne, elle mûrit énormément en quelques temps. Elle apprend tellement de choses que, boum, tu vois, elle prend 3 ans d'un coup en quelques minutes, Non, c'est une bonne idée. Bon, tu l'as
j'ai pas pu l'inclure, quoi. Tu l'as pas. Mais d'un autre côté, honnêtement, j'ai pas vu de différence, et c'est pour ça que ça m'a interpellé. Parce que je savais que tu l'avais fait en 4 ans, j'ai pas vu de différence sur ta fille du début à la fin, parce que c'est elle qui est sur toute la lignée du film. Ton fils, on le voit qu'à la fin. Donc, la partie de tournage, en fait, des personnages réels, c'est vrai que le film lui a duré 4 ans, mais la partie de tournage des personnages, ça s'est fait que sur 2 années. Donc, effectivement, on voit peut-être pas l'évolution. Si tu veux, le tout début du film, je suis vraiment concentré sur est-ce que j'allais réussir à faire ce que j'avais dans la tête. Et le plus dur pour moi, c'était comment je vais faire toutes ces animations 3D avec des vaisseaux 3D, avec des extraterrestres en 3 dimensions et tout ça, pour que c'est pas que c'est un aspect trop jeu vidéo, tu vois, je voulais surtout pas ça, parce que je voulais pas qu'il y ait une cassure. Il faut que dans la dimension où vont les personnages réels, on sente que effectivement il y a une différence, que ce ne sont pas des humains. Donc, c'est pas grave, même si on sent qu'il y a un petit effet 3D quelque part, mais je voulais surtout pas que ça ressemble à un jeu vidéo. Je voulais quand même qu'il y ait un certain réalisme. Donc, les 2 premières années, ça a été comment je vais faire ça, essayer de trouver le matériel au top du top, essayer de me former aux animations, à toutes ces choses en fait. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir, quoi. Je pense que la réponse elle est positive. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se regarde un deuxième extrait du film, comme ça vous allez pouvoir en juger par vous-même. Donc là, bon voilà, techniquement, honnêtement, c'est vraiment irréprochable. Et alors, on parlait justement de matériel, de budget. Le budget du film, il t'est revenu à combien? Un peu moins de 10 000 euros, je pense. Je n'ai pas fait les calculs exacts. Un peu moins de 10 000 euros. C'est-à-dire que là où les Américains, ils vont nous sortir des budgets à 150 millions de dollars, pardon. Toi, tu sors quand même, voilà, ce film avec ces images à moins de 10 000 euros. T'es un magicien. Honnêtement, je ne sais même pas comment c'est possible en soi. En fait, le concept, c'est justement de mêler le fond et la forme, tu vois. Faire un film d'éveil, c'est justement c'est pas s'opposer, si tu veux, au film au gros budget, mais le plus important dans un film d'éveil, c'est le message. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un message important, aussi bien sur le fond, et puis sur la forme, essayer de faire quelque chose de beau. Et je me suis dit, mais comment je vais faire quelque chose de beau, de réaliste, de créer un univers? Comment je vais faire pour créer l'univers que j'ai dans la tête? Eh bien, j'ai cherché des logiciels gratuits, tu vois, donc pour l'animation des personnages. J'ai essayé en fait de faire au maximum, de puiser en me disant, bon, bah, voilà, j'ai pas beaucoup de budget, eh ben, je me débrouille avec ça. Voilà. Et c'est pareil, même pour ma caméra, tu vois, je me suis pris une caméra qui est dite caméra cinéma, et puis en fait, c'est juste une caméra d'occasion qui date de très très vieux et qui vaut plus rien maintenant, et qui a des images vraiment suffisantes pour ce que j'ai à faire. Donc tout ça, ça fait partie d'un certain état d'esprit où tu te dis, j'ai pas besoin de trucs extraordinaires, j'ai pas besoin d'un Brad Pitt, j'ai pas besoin d'une caméra à tel tant de milliers d'euros pour ce que j'ai à dire, quoi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire quelque chose de beau et puis donner un message, des messages, le maximum d'informations en 1h, en 1h10 d'informations, 1h11 d'informations, dire ouais, il faut envoyer, quoi, faut envoyer du lourd et pas faire que du remplissage, parce qu'il y a énormément de films que je regarde qui durent 2 heures, 2h30, où je me dis, mais c'est que du remplissage, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Et je suis énormément déçu, si tu veux, par les films que je regarde. Et c'est pareil pour la musique, quand j'étais auteur-compositeur, que je faisais de la musique rock. Je disais, mais ça, c'est vu et revu, ou alors des gens qui font que des reprises. C'est bien, les gars, mais on n'en peut plus, quoi. Essayer de créer quelque chose de nouveau, quoi. C'est pas une question de budget, c'est juste une question
d'imaginaire, de créer quelque chose de nouveau, quoi. Il y a tellement de choses à créer. J'empruntais pas mal de bouquins à la bibliothèque sur des réalisateurs qui disaient, mais de toute façon, tout a déjà été fait. Mais par contre, tout n'a pas été fait selon votre vision des choses. Donc, c'est ça qui est important, c'est pas reproduire des schémas, de super-héros avec des aliens exterminateurs, etc. Il y a plein de schémas qui n'existent pas et il suffit simplement tu vois, de les trouver et puis de les mettre en scène et puis voilà, ne pas penser au budget, dire voilà, on s'en fout de l'argent. J'ai pas l'argent, mais je vais quand même réussir à faire quelque chose, quoi, tu vois. Il y a même, par exemple, des photographes, tu vois, qui ont un appareil photo qui n'est pas terrible et qui arrivent à faire des prouesses avec des expos photos. Tu dis, waouh, comment tu as fait ça, quoi. Ou même des gens qui filment des films avec un iPhone et qui arrivent à faire quelque chose de bien, quoi. Donc, faut pas, je suis parti, tu vois, du sens inverse. Pas dire, bon, allez, j'ai tant de budget, donc je vais faire ça. Non. L'idée de départ, c'est j'ai ça dans la tête, comment je vais faire pour tu vois, remettre les choses dans le sens inverse. Ça fait partie de l'éveil spirituel. C'est ça, oui, c'est aussi une philosophie qu'on ressent bien en regardant ton film. Et alors parlons-en de la musique. Comme tu l'as dit, tu as été compositeur, tu es toujours compositeur pour moi. D'ailleurs, pour l'une de mes anciennes émissions sur Miasme TV, on avait utilisé pour la musique de générique une de tes compos des Gardiens de la Matrice qui était juste géniale. Et là aussi, dans ce film, t'as des morceaux qui sont exceptionnels, t'as des envolées lyriques, honnêtement, ça envoie du lourd. T'as pas fait ça sur. C'est quoi? C'était Bon Tant Pis, c'est ça le. Bon, en fait, ouais, c'est pareil. C'est me dire bon, bah voilà, j'ai pas l'instrument d'un orchestre symphonique, mais comment je peux faire pour imiter un orchestre symphonique? Donc, pareil, tu économises un petit peu d'argent, tu dis voilà, il existe des orchestres symphoniques où tu peux composer le violon, le machin, ceci, cela. Toi-même, donc tu achètes ce type de logiciel et puis tu fais chaque instrument les uns sur les autres. Et ce qui est vraiment passionnant quand tu fais ce genre de choses, c'est que tu as la scène devant les yeux, et tu as les touches sous la main et tu regardes la scène, tu dis ben, comment je vais faire correspondre ce que je vois avec les notes. Parce que y a certains compositeurs qui partent comme ça à l'aventure en se disant bah voilà, je crée un morceau de musique et puis on l'adaptera sur le film. Et puis tu as d'autres compositeurs qui travaillent différemment où ils ont le film avec la scène qui est déjà prête et il faut donner l'émotion à la scène, tu vois. Donc ça prend énormément de temps parce que tu te rends compte que c'est pareil dans les bouquins que je lisais sur les réalisateurs, ils disaient que mais un film pour la réussite d'un film, c'est 70% de son et 30% simplement d'image. L'image est beaucoup moins importante que le son. Donc, une fois que j'ai fini mon film, si tu veux, que j'ai fini le tournage, je me suis dit, bah, voilà, la partie image est terminée, mais maintenant, ça va être le plus dur. C'est ça qui est terrible, c'est que tu dis, bon, bah non, j'ai juste à faire la musique par-dessus et ça ira bien, alors que non, c'est là où tu te dis, bon, bah, c'est là où les choses sérieuses commencent, quoi. Et tu le vois sur certains films qui sortent actuellement, Kaamelott par exemple, tu vois, qui sort au cinéma. Moi, je ne suis pas du tout un fan de Kaamelott, mais je connais pas mal de gens qui sont fans de Kaamelott. Et quand tu vois dans les critiques de films, la chose qui revient énormément, c'est waouh, la musique, mais ça cartonne, quoi. Ça donne une ampleur au film qui est considérable. Et effectivement, je pense que pour la plupart des films, la musique, c'est ce qu'il y a de plus qui sort en haut de tout, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes un film et que tu coupes le son, c'est plus du tout la même chose. Ou alors tu laisses les dialogues et tu retires la musique, ça fait cheap, quoi. Donc la musique, il ne faut surtout pas faire l'impasse dessus. C'est pas faux, comme il dirait d'ailleurs dans Kaamelott. J'ai en mémoire, j'ai en tête, juste allez, en exemple Indiana Jones. Que serait Indiana Jones sans la musique? C'est qui? C'est Howard, le compositeur John Williams. John Williams, pardon. Howard, c'est côté Tolkien. Voilà, ce film, on peut pas lui enlever sa musique et on a plus la musique en tête que les images du film en tête. Voilà, comme Star Wars et tout ça, si tu supprimes la musique,
et que tu mets que les dialogues, bah, c'est vachement fade. Hein. Alors, en parlant de Star Wars, il y a une petite influence Star Wars sur certains morceaux, dans le désert, quand il y a des petites scènes un peu comiques. J'ai ressenti une petite influence Star Wars, je me trompe ou... Pour moi, ouais, le compositeur de génie pour la musique de film, c'est John Williams, indiscutablement, hein, même au-delà de... comment il s'appelle je ne trouve plus son nom. Qui a fait la musique de Batman, qui a fait la musique de... enfin bref, John Williams, pour moi, c'est le top du top. Oui, ça a été une influence. Bah, après, je suis loin d'arriver à sa cheville, mais je pense que ça m'a donné des idées justement pour les moments, comment aborder certains moments, entre guillemets, comiques, certains moments dramatiques. C'est surtout ça qui m'intéressait dans sa musique. Quel type d'accord utiliser pour... Ça, c'est pareil, ce sont des mécaniques insoupçonnées pour le grand public, mais tu t'aperçois que si tu veux faire une musique dramatique, bah, tu veux utiliser certaines notes et pas d'autres. Si tu veux utiliser des trucs comiques, bah, tu utilises certains types de notes, tu vois, certaines gammes en fait. Et tu as des gammes voilà, qui te donnent une base. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est toute cette petite recette en fait. Donc, tu as une base aussi bien pour la réalisation d'images que pour la réalisation de musique. Il faut avoir une base et puis après, à partir de cette base, c'est là où tu crées. Mais c'est comme quand tu fais une recette de cuisine, hein, quand tu as les bons ingrédients dès le départ et puis que tu as les bases en te disant attention, ta viande, tu la sors 30 minutes avant de la faire cuire du frigo. C'est une grosse différence, quoi. Quand tu as toutes ces bases-là, bah, c'est pareil pour la composition musicale. Quand tu as certaines bases, bah, ça facilite les choses. Alors, je suis sûr que tu n'y as même pas pensé parce que tu n'es tellement pas dans le côté mercantile de ce projet. Où est-ce que si je veux acheter la bande originale du film, où est-ce que je vais? C'est possible? Voilà, tu l'as pas fait. Je n'ai pas fait exprès parce qu'en fait, il faudrait muter en fait, les pistes des personnages qui parlent et puis mettre que les... en plus, ce n'est pas des morceaux... comme je te disais tout à l'heure, ce ne sont pas des morceaux que j'ai fait. Je n'ai pas fait un morceau de 5 minutes et puis j'ai pioché 30 secondes pour le mettre dans le film, si tu veux. J'ai vraiment fait 30 secondes qui sont adaptées à la scène que je vois. Donc, si tu veux écouter les musiques, ça sera des morceaux inachevés où ça coupe en plein milieu, quoi, tu vois. Il n'y a pas un morceau de 5 minutes composé de A à Z, quoi. Alors, il y a peut-être un autre projet à mettre en place. Compléter les morceaux pour en faire un disque, tu vois, ce serait pas mal. Ouais, tout à fait. Ah bah, après, tu peux décliner tellement de choses. Je pense qu'il y avait aussi l'idée au tout début, j'avais l'idée de faire un jeu de rôle sur l'univers Vortex, tu vois, avec les personnages et tout, les fiches de personnages. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'enchaîne là-dessus parce qu'on n'a pas encore parlé, mais tout au long du film, tu as les fiches de personnages qui apparaissent à l'écran avec tel personnage. Par exemple, en savoir, elle a 4D plus 1. En attaque, elle a 2D plus 1, tu vois. Donc, je voulais mêler ces univers, l'univers du jeu de rôle, l'univers de la science-fiction, l'univers du jeu vidéo, en fait, et de rassembler tout ça dans un film. Ah ouais, moi en tant qu'ancien rôliste, j'ai vraiment apprécié toute la fiche de perso de tes PJ, PNJ. Et d'ailleurs, Yenos a de très très beaux dés. Je ne sais pas où tu les as trouvés, mais ils sont super. J'étais jaloux. Je les aurais bien rajoutés à ma collection de dés, ces dés-là. Ceux-là, ils sont exceptionnels. Ils sont ultra lourds. Quand tu les as en main, je peux te dire que tu sens le pouvoir qu'il y a en toi, ça te donne envie de jouer au jeu de rôle. Allez, on va, juste pour clôturer donc, cette première partie, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la distribution du film. Alors, vous pouvez retrouver donc Vortex, l'Aube de la souveraineté, sur la plateforme Vimeo en achat direct. Et donc vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Donc concrètement, la vie de ce film en dehors de la plateforme Vimeo, quelle va-t-elle être cette vie? Est-ce que il y aura la possibilité, et puis le problème c'est que tu tombes sur une période qui est catastrophique, pour
tout ce qui est diffusion au niveau du cinéma. Voilà, qu'est-ce qui est possible d'être fait avec ce type de film? Est-ce qu'on peut espérer de le voir dans des salles classiques ou des petites salles de quartier, comme à l'époque à Toulouse il y avait l'Utopia par exemple, sur Rouen il y a l'Omnia, donc il y a comme ça des cinémas un petit peu alternatifs dans toutes les grosses villes de France, ou est-ce que ça sera sur d'autres pistes de diffusion? Alors, ta question, elle est vraiment d'actualité parce que hier est sorti le film sur Amazon Prime, donc aux États-Unis. Donc, le film est disponible sur Amazon Prime aux États-Unis. Mardi, il y a le film qui sort en DVD, disponible aussi sur, tu sais, je ne sais pas si tu connais Walmart, qui est aux États-Unis, une sorte de énorme centre commercial. Tu as le film en DVD aussi qui sera disponible sur Amazon. Énormément de boutiques aux États-Unis, certaines en Italie. En fait, tu tapes Vortex The Dawn of Sovereignty sur ton moteur de recherche et tu vas voir que le nombre de boutiques qui sortent le DVD. Donc ça, c'est grâce à l'aide d'un agent qui a repéré en fait mon film et qui m'a contacté parce que il m'a dit mais ça serait super de le proposer non seulement en DVD et sur des plateformes aussi de téléchargement. Donc je garde, si tu veux, la plateforme pas de téléchargement, mais la plateforme de streaming Vimeo pour la France. Et puis, ça me permet d'exporter le film sur toute l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, une partie de l'Europe aussi, grâce à cet agent en fait, qui m'a permis d'avoir un distributeur pour le film en DVD. Et va y avoir le film qui sort aussi sur plein d'autres plateformes de streaming aux États-Unis. Donc, je suis super content parce que je ne m'attendais pas, si tu veux, je m'attendais à une distribution voilà, par le biais de ma plateforme Vimeo. Je me suis dit, bon, ça va être déjà pas mal. Mais le fait qu'ils sortent à l'étranger, moi, je les traduis en 8 langues. Donc, tu as anglais, français, bien sûr, pour les sous-titrages, espagnol, allemand, portugais, italien, japonais, chinois. Donc, tu vois, tu as quand même le choix, quoi. Honnêtement, c'est génial comme nouvelle, tu ne me l'avais pas dit. C'est vraiment c'est super. Et moi, alors du coup, pour tous ceux qui ont un compte Amazon, alors je sais qu'il y en a qui tapent sur Amazon, mais on est beaucoup à avoir Amazon et du coup Amazon Prime. Mais voilà, aller directement du coup le voir sur Amazon Prime, parce qu'en plus ça va faire monter le clic sur Amazon Prime, et puis c'est comme partout, hein, plus il y aura de monde qui le regardera, plus il sera mis en avant, et plus notre ami Michel aura des retombées, et parce que pour le coup, ce serait vraiment peut-être pour toi l'opportunité de te faire remarquer par des spécialistes, des grosses majors américaines qui pourraient avoir... quoi, je sais pas, moi je suis dans l'industrie du cinéma, je vois qu'un petit Français tout seul dans son coin, avec 10 000 balles, arrive à faire la qualité de ce qu'il a fait, je me dis, mais purée, si je lui donne 100 millions, qu'est-ce qu'il va me faire, quoi? Tu vois, donc ça pourrait être une opportunité pour toi. Juste une précision, hein, pour Amazon Prime, c'est Amazon Prime aux États-Unis. Si tu vas sur le Amazon Prime France, tu le trouveras pas. Donc, damné. Donc, nos amis canadiens, allez-y. Voilà, donc il n'est pas disponible en France, à moins que vous ayez un VPN. Alors, et comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas en France, du coup? Parce que c'est pas toi qui l'interdis, du coup. Le distributeur, il s'occupe principalement de distribuer sur tout le continent américain. Donc, l'Europe, ça ne fait pas partie du truc. Après, il est tout à fait possible qu'en discutant avec lui, je puisse obtenir la diffusion sur d'autres plateformes de Prime, tu vois. Là, c'est uniquement pour les États-Unis. Quand il m'a fait sa proposition, le but, c'était en fait d'exporter le film aux États-Unis, sachant que moi, de toute façon, le film pour la France, si vous voulez le voir, vous allez sur Vimeo On Demand et voilà, vous avez le film. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Amazon Prime, en fait. Et Amazon Prime aussi, même les personnes qui sont abonnées à Amazon Prime,
ça ne fait pas partie de l'abonnement Amazon Prime, si tu veux. Tu es obligé de payer le supplément pour le film. Voilà. D'accord. Mais il est, si tu veux, si tu fais la recherche sur Amazon Prime aux États-Unis, il y est bien. Je l'ai mis sur ma page Facebook, le lien, pour ceux qui veulent voir. Ouais, ça fait toujours super plaisir, c'est sûr. Ouais, et puis, honnêtement, tiens-nous au courant, parce que si vraiment, voilà, derrière, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, un petit miracle, on ne sait jamais, ça, voilà, on pourra dire, on l'a connu, monsieur Michel Rousseau. Ok Michel, bon, en tout cas ça c'était une très très bonne nouvelle. Voilà Michel, écoute, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Donc on a vu toute on va dire cette partie technique et de production de ton film Vortex, l'aube de la souveraineté. Donc je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur Vimeo pour moins de 10 €, 9,80 € ou 90 Michel ? 9,90 €, oui. C'est ça, voilà. Alors surtout, vous tapez bien Vortex, l'aube de la souveraineté, pour pouvoir le retrouver, parce que des films avec Vortex, il y en a beaucoup. Et puis on va te retrouver Michel pour la deuxième partie de cet entretien, très bientôt, où là on va décortiquer vraiment, décrypter le message que tu as voulu passer à travers ce film, à travers les différents échanges entre tes personnages. Voilà, on va essayer de gratter un petit peu. Il y aura peut-être un peu de spoil, même peut-être beaucoup, mais vous verrez, ça peut être intéressant d'avoir cette vision si vous avez encore jamais vu le film, parce qu'il y a quand même des passages qui sont, voilà, qu'il faut comprendre en regardant le film. On vous expliquera tout ça la prochaine fois. En tout cas Michel, merci pour cette premier entretien, et puis je te dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Allez, au revoir, ciao ciao.